Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où j'interviewe Franck Coste. Alors Franck Coste est pour moi un personnage. Nous nous connaissons depuis quelques années maintenant. On ne va pas donner le nombre d'années, ce sera indécent. Nous nous sommes rencontrés au Maroc. Tout à fait. Franck Coste est un grand directeur, très grand directeur, dans mon cœur en tout cas. Après, pour les professionnels que tu accompagnes, ça, ce sera à eux de le dire. Tu es directeur ou tu l'as été pour des boîtes à l'international et l'international parce que nous nous sommes rencontrés au Maroc. Je travaillais avec son épouse charmante qui me l'a laissé pour 1 heure ou 2 aujourd'hui d'ailleurs. Et nous étions, alors j'ai un souvenir avec Franck, je vais quand même vous le partager. Nous étions sur une mission à l'époque avec Annick, j'étais consultante. Et nous nous en sortions pas. Et lors d'un dîner, nous partageons notre expérience à Franck qui en 2 temps 3 mouvements nous explique tout, nous décortique tout et simplifie tout ce qu'on n'arrivait pas à faire, à comprendre. Et là, ça m'a un petit peu énervée, je dois vous l'avouer. À partir de ce jour, je suis tombée en admiration. Donc aujourd'hui, rien de plus légitime que de revenir vers toi pour t'interviewer, puisque Franck est une personne qui réussit tout, à mon avis, après il pourra nous le dire, mais en tout cas, qui réussit sa vie personnelle, qui réussit sa vie professionnelle, qui a une réussite dans le sport. Pour moi, tu as une confiance en toi exceptionnelle et l'idée de ces vidéos, c'est de vous partager les clés de la réussite et de la confiance en soi. Voilà, peut-être que Franck réussira à nous donner quelques clés et à répondre à ces questions. Si tu devais, toi, te présenter en quelques secondes, que pourrais-tu dire de toi ? Je suis un homme heureux. Voilà, qui a comme volonté, comme but dans la vie de vouloir rendre les autres heureux et avec une conviction, une croyance que tout ça passe par du respect, de la tolérance, de l'échange et surtout la capacité à pouvoir toujours se remettre en question dans une volonté de pouvoir s'épanouir, pas forcément de changer toujours le monde, tout le monde ne peut pas faire ça, mais trouver sa place en fait. Voilà, et moi je pense que j'ai trouvé la mienne, en tout cas aujourd'hui. Mais j'ai encore plein d'autres idées pour demain. Ah, tu vas nous partager ça un peu après. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire ton âge. 54 ans. 54 ans. Tu as un grand parcours. Qu'est-ce qui t'a permis d'arriver jusque-là ? Il y a plusieurs éléments déclenchants. En fait, j'ai eu une enfance heureuse, mais qui, comme beaucoup de personnes, voilà, j'ai subi le divorce de mes parents. En fin d'adolescence et qui s'est traduit en dehors d'un choc émotionnel important par une catastrophe financière globale. Et donc ça m'a mis sous contrainte et cette contrainte compliquée puisque elle m'a même amené à travailler 75, 80, 85 heures par semaine, ne serait-ce que pour financer mes études, m'a fait comprendre d'abord peut-être un peu plus que je leur ai imaginé ce qu'était la valeur travail, mais comment on pouvait se réaliser dans le travail. Et puis m'a recentré sur potentiellement ce que pouvait être l'essentiel pour moi. Et à partir de là, j'ai bâti différents succès, et qui, en m'appuyant sur ces succès, parce que j'ai une vraie conviction, c'est que il faut travailler ses points forts. Alors quand vous avez 15-16 ans, vous ne savez pas lesquels. Eh oui. D'accord ? Donc on fait plein d'erreurs. Il faut les accepter. Et puis surtout, il y a un moment, il y a un domaine où vous en faites moins. Bon, et c'est là où on se dit, ah tiens, peut-être que là j'ai, je sais pas si c'est du talent, mais j'ai un truc qui est pas plutôt pas mal. Et donc j'ai, à partir de là, arrêté de vouloir regarder que mes points faibles. Et j'ai bâti en fait à la fois ma vie, parce que c'est un schéma de vie, plutôt sur une forme d'optimisme qui consiste à travailler ses points forts. Voilà, et capitaliser dessus. Je dis, et on a élevé nos enfants beaucoup sur ces principes-là. On en a un qui était bon en maths, l'autre qui était bon en français. Et on n'a jamais dit à celui qui était mauvais en français, faut que tu travailles ton français. Non, laisse tomber. Comment vous voulez motiver un gamin dans une matière où il n'est pas bon ? Non, deviens excellent en maths à ce moment-là. Voilà. Ou deviens excellent en français. Et là, vous avez le gamin, et c'était moi le gamin quand j'avais 20 ans, eh bien vous développez un niveau d'excellence. Et vous êtes motivé. Plus vous apprenez, plus vous développez effectivement des résultats ou des compétences qui vous démarquent du lot, et plus c'est à la fois gratifiant pour soi, et vous développez surtout une
je ne sais pas si c'est une hygiène de vie, mais c'est presque un concept de vie, qui est de dire, ok, je ne suis pas parfait, mais j'ai arrêté de travailler mes points faibles. Voilà. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit des points rédhibitoires, on a tous nos défauts, et on essaye socialement que les défauts soient les plus acceptables possibles, mais c'est pas là l'essentiel. Donc moi, depuis 30 ans, 40 ans maintenant, voilà, il y a des choses dans lesquelles je suis meilleur que d'autres, et je capitalise là-dessus. Alors au départ, tu as su transformer une situation négative, le divorce de tes parents, en challenge finalement. Ouais. Tu fonctionnes comme ça pour tout dans la vie, tu transformes tout en challenge. Bah, je suis plutôt effectivement... j'ai eu la chance de côtoyer le haut niveau en compétition, en ski, parce que j'étais membre de l'équipe de France de ski chez les gamins. Et c'est une école de la vie en fait. Et donc effectivement la vie est une forme de compétition, mais avant d'être une compétition de la vie des autres, c'est aussi une compétition de la vie de soi-même. Pas au sens négatif de vouloir tuer l'autre, d'accord, parce que sinon on se tue soi-même. Mais plutôt d'aller rechercher ce que j'appelle le seuil, sortir de sa zone de confort, aller chercher la zone d'ultra-performance sans tomber dans la zone dangereuse. Voilà. Et moi, ça me motive. Voilà. Oui. Voilà. Alors, comment tu trouves cette motivation? Parce que parfois, quand sortir sa zone de confort, c'est pas confortable, comme on le dit, mais parfois on va mettre la barre très haute, parce qu'on va avoir tendance à se comparer, et que du coup, au lieu de gagner confiance en soi, au lieu d'être dans quelque chose de boostant et qui nous fait avancer, on va plutôt ne rien faire ou ne pas faire, parce qu'on se dit que de toute façon, on ne va pas être comme le champion du monde de ski ou comme... Oui, bon, faut l'admettre. Voilà, moi j'ai pas fait les Jeux Olympiques, d'accord. Mais tout ça, ça m'a quand même beaucoup appris. Ça m'a servi dans ma carrière, dans ma capacité à pouvoir vivre une vie équilibrée et surtout gratifiante, au sens où on apprend toujours. Ma conviction, c'est que on est là à la fois pour apprendre sur Terre, mais pour transmettre. Alors, apprendre, ça m'a toujours fait chier, excuse-moi pour la vulgarité du propos. Mais si j'apprends pas, je peux pas transmettre. Ouais. Et la transmission, ce n'est ni plus ni moins qu'une façon, ou ma façon, de répondre à la question essentielle, qu'est-ce qu'il arrive après la mort? D'accord? Donc en transmettant, on a quelque part ce rêve absolu de dire, bah voilà, je laisse une trace, et donc je réponds à cette question d'immortalité. Alors c'est un peu philosophique, mais en fait, je n'avais pas du tout décodé ça quand j'avais 20 ans. D'accord. J'étais plus dans une démarche, il faut que je m'en sorte, je suis dans la merde, voilà, et puis on va y aller, on va taper. Et quel est le chemin le plus court? Le chemin le plus court, c'est travailler ses points forts. C'est pas pour autant que vous êtes le meilleur sur la planète, et j'ai pas du tout cette prétention à aucun niveau. Mais en choisissant ça, on est beaucoup plus motivé, et en fait, on progresse beaucoup plus vite. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, tu en fais une de tes valeurs principale, de transmettre. Ouais. C'est ça ton fer de lance. Ça fait une dizaine d'années que j'ai compris ça. C'est ce qui me fait lever le matin. C'est ce qui me donne la patate dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Mais même entre les deux, moi j'entraîne beaucoup de personnes maintenant à s'initier sur marathon, à la course à pied. Voilà, pareil, j'ai jamais couru un marathon en moins de 3 heures, donc je suis loin des champions olympiques. Mais... Alors pour ceux qui ne connaissent pas le marathon, ça se court en combien de temps le marathon? C'est surtout une distance, c'est 42 km 195, et puis ça se court pour les champions olympiques en 2h05 à peu près, et puis pour la valeur moyenne d'un peloton, c'est 4 heures, et puis quand on est débutant, c'est souvent beaucoup plus. Et alors toi, tu le fais en combien de temps? 3 heures. Ce qui est déjà exceptionnel, enfin, c'est un très bon temps. C'est mon plaisir, mais maintenant j'accompagne des débutants, donc on va le faire en 4h15, 4h20, 4h30, c'est une vraie école de vie à la vie, le marathon. Voilà, il se passe des choses dans le corps qui transforment profondément l'être que nous sommes, et donc bien évidemment il faut assurer toute je dirais l'intégrité du corps pendant cette épreuve, parce que c'est une épreuve, voilà, mais une fois qu'on apprend à gérer ça, on en ressort grandi. Est-ce que pour toi, c'est un grand sportif, tu l'as toujours été, est-ce que le sport te permet d'être meilleur professionnel? Est-ce que vraiment c'est un briquet? Oui, à 2 niveaux. Ouais. D'abord parce que le sport, au niveau où moi je l'ai pratiqué, c'est-à-dire notamment en ski, au niveau de la compétition, il y a un énorme parallélisme avec le monde professionnel. Vous apprenez très tôt à qu'est-ce qu'est l'effort, à visionner ce que peut être la victoire, à préparer un plan à échéance 1, 2 ou 3 ans pour une course donnée,
Donc c'est du visioning, c'est du plan stratégique, si on reprend les terminologies professionnelles. Vous apprenez l'échec, vous apprenez à gérer la blessure, la capacité à remettre son corps en état, donc dans des périodes qui sont psychologiquement compliquées. Et donc c'est pareil, hein, une vie professionnelle, ce n'est pas que des succès sur les succès. Il faut d'ailleurs souvent des erreurs pour construire des succès ou des échecs. Et donc oui, il y a cette forme de parallélisme, je dirais, sur la façon dont on peut penser en tant que dirigeant le développement et le succès d'une entreprise. Et puis il y a aussi surtout le rapport avec le marathon, c'est la capacité à aller puiser au fond de soi-même une énergie qu'on ne pensait pas. Voilà. Et ça, je peux te le décrire, si tu veux, tant que je te l'aurais pas fait vivre, tu comprendras pas. Oui. Voilà. Il y a un peu quelque chose d'ésotérique derrière tout ça, mais en fait pas du tout, c'est très chimique. Ton corps, au bout d'un moment, n'a plus de glucides, il se passe ce qu'on appelle un phénomène de néoglycogénèse, où tu vas aller taper dans les graisses dures, et là ton corps, tu sais pas comment il réagit. Voilà. Et là, il te fait passer par un ensemble de choses, qui génère lui-même des calmants, une sorte d'amphétamine, qu'on appelle la dopamine, qui est une hormone de plaisir, pour te permettre de passer ce stade. Et quand tu arrives au bout des 42 km, tu n'es plus le même homme ou la même femme. Voilà. Donc bientôt, promis, je vais même au marathon. C'est surtout graisse dure, moi ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Taper dans les graisses dures tout de suite, ça motive. Alors, au travail, ou dans ton milieu professionnel, comment tu gères tes défaites, tes échecs? Il y en a, donc faut les accepter. Et puis il faut surtout les analyser. D'accord. Faut arriver à sortir l'émotionnel du rationnel. Oui. C'est jamais compliqué, mais lorsqu'on est confronté à ça au niveau d'un sport, on est capable de bien faire la différence. Et donc, il faut transplanter ce type d'expérience dans le monde professionnel, où on n'est jamais seul, on est en équipe. Et là aussi, ce qui est compliqué, c'est on peut réagir. Moi, un échec m'a jamais peiné, personnellement, parce que c'est une capacité à apprendre et à pouvoir faire mieux demain. Par contre, tout le monde ne réagit pas forcément comme ça. Oui, un échec. Si moi je suis en échec, je vais me dire que je suis nulle, que j'arriverai jamais à rien, que j'arriverai pas à remonter la pente. Comment toi tu fais pour ne pas être dans ces croyances limitantes? Et ben voilà, tu l'as dit, tu as utilisé le terme, c'est une croyance limitante. Donc à partir là, il y a moi je me considère souvent comme un patron, un DG coach. Donc j'attache beaucoup d'importance à des entretiens particuliers avec mes équipes, en one-to-one aussi. Alors, il y a le travail de groupe, il y a le travail de communication, de leadership, d'emmener les gens un peu au combat. Mais après, de pouvoir prendre soin. Pour moi, ce terme est important dans mes valeurs, de chacun de mes collaborateurs, qui sont forcément différents, qui ont chacun leur histoire, et pour les amener à se transcender, mais au sens de la capacité à se réaliser eux-mêmes. Finalement, tu veux faire du monde entier des marathoniens? Oui, on peut le... parce que c'est un combat et dont on sort toujours gagnant. Voilà. Je dirais pas ça forcément de tout autre sport en compétition, et j'en ai fait, qui aussi peuvent avoir ses vertus, mais qui peuvent avoir aussi beaucoup de défauts. Le ski à haut niveau, par exemple, peut créer des pathologies quasiment mortelles. Hein. Bon, voilà, moi j'ai tout cassé dans mon corps. Donc, le marathon, à partir du moment où vous êtes bien encadré, peut être difficile, va transformer votre corps, mais vous êtes quand même à l'abri de risques majeurs. Voilà. Ce qui n'est pas vrai dans tout autre sport. Dans d'autres sports. Et quand je te dis que tu veux faire de nous des marathoniens, au niveau professionnel, c'est réussir à dépasser cette zone finalement où on est confronté à nos croyances limitantes pour continuer à avancer malgré les difficultés, malgré les doutes, et pour se transformer. Transformer et transcender. Moi j'aime bien cette notion de capacité à transcender parce que je sais ce qu'elle provoque comme satisfaction personnelle, chimique même, dans le corps. Et quand vous avez amené quelqu'un à se transcender, et il y arrive, si vous l'accompagnez, il y arrive. Il y arrive par rapport à l'objectif qui s'est fixé. On n'est pas en train de se dire il faut courir le marathon en 2 heures. Il faut finir le marathon. C'est déjà une première étape. Mais que ce soit en 4 heures ou en 4 heures et demie, c'est pas ça le sujet. Voilà, donc à un moment il faut ralentir, à un moment on peut accélérer, à un moment il faut savoir respirer, à un moment il faut savoir s'hydrater, il faut savoir se nourrir. Enfin, voilà, donc il y a tout un ensemble de choses qui accompagnent et qui sont effectivement très similaires dans la vie d'une entreprise ou dans l'accompagnement ou la performance d'une équipe. Donc,
si je résume, ou j'ai envie de le résumer comme ça, ce serait sortir de sa zone de confort, de toute façon obligatoirement pour évoluer, mais en même temps savoir s'écouter pour ne pas faire le grand écart, pour que l'inconfort soit encore gérable. Oui, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas aller dans la zone rouge. Et c'est là où moi j'estime mon rôle de patron. C'est-à-dire qu'il y a des moments, la zone rouge, en milieu professionnel, c'est le burn-out. D'accord, par exemple. Une pression excessive, une mauvaise gestion de son temps, une absence de vision claire sur les priorités sont les 3 critères sur lesquels il faut être très très vigilant. Et on a beau le dire, redire, pour moi c'est clair, mais le modèle référentiel de pensée ou émotionnel de mes collaborateurs peut être différent. Donc c'est pour ça que il faut être à leur côté, il ne faut pas être en face. Et après, une fois qu'on a compris ça, ma plus grande satisfaction, c'est quand j'ai fait évoluer des gens en 3-4 ans et qui viennent me voir en me disant mais c'est moi ça? Ouais, c'est toi. Mais attends, est-ce que tu es heureux? Oui, bon, ça va. Rendre le monde heureux, génial. J'ai pas dit meilleur, hein. Et j'ai pas dit le monde, c'est-à-dire que faut pas avoir cette prétention-là, mais et on revient un peu à c'est quoi ma motivation. Mais avoir des gens qui 3, 4, 5 ans après me disent grâce à toi j'ai pu faire ça, je dis non, c'est pas grâce à moi, c'est toi qui l'as fait. Hein. Mais en tout cas, ça a été fortement contributif. Moi ça me donne la banane le matin quand je me lève. Voilà. Génial. Est-ce que tu as des peurs dans la vie? Ouais, j'ai une peur, une seule, c'est la maladie. Voilà, c'est la maladie. Le reste, non. Alors, je ne sais pas si tu considères y avoir été confronté, parce que tu as dit à l'instant que tu t'étais cassé de partout avec tes sports. Donc ça te freine, ça te bloque? Non, parce que ça, c'est pas la maladie. D'accord. Ça, c'est des accidents, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, je parle de maladies malheureusement plus sérieuses, plus embêtantes, telles des cancers, des choses comme ça, sur lesquelles, là, pour le coup, voilà. Moi, je me casse un genou, je me casse une épaule, je me casse une mâchoire. Bon, c'est chiant, mais c'est pas... Voilà, on passe sur le billard, on se fait réparer ça, on fait la kiné, et puis 6 mois après, ou 1 an après, pour les plus graves blessures, tout est oublié. Là, je parle d'autre chose. D'accord. Comment tu fais? J'imagine que tu es comme tout le monde, enfin j'espère en tout cas, ça me rassurerait. Ça t'arrive d'avoir des baisses de régime, des moments où tu es peut-être moins motivé qu'à d'autres moments. Comment tu fais pour te rebooster, pour te remotiver, pour remettre la machine en marche? Alors, il faut d'abord bien se connaître soi-même, bien connaître son métabolisme. Moi, j'ai 2 devises en fait dans ma vie. Il y en a une, c'est connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Bon, c'est pas ma devise, hein, c'est un philosophe grec qui avait dit ça. Et donc, connaître son biorhythme, entre autres, est un élément très important. Il y a des moments, on a des coups de mou, des creux. Bon, est-ce que c'est mon biorhythme qui est mal synchronisé? Eh bien, il faut l'accepter. Voilà. Quand je fais le parallèle avec le sport de compétition, il y a un moment, il faut savoir se reposer. Il faut accepter qu'on en soit même bien. Voilà. Donc, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Il ne faut pas être dans... Accepter ses faiblesses ou sa vulnérabilité à un moment donné. À un moment T, voilà. C'est-à-dire, ok, je suis dans un coup de mou. Très bien. Et quand on l'accepte, c'est la seule façon de s'en sortir le plus rapidement possible. Ouais. Et puis avec l'expérience, on connaît ces coups de mou. On sait que ça va durer 1 heure, un jour. Alors, il ne faut pas que ça dure 1 semaine parce que sinon il y a un petit problème. Quoique, moi, par exemple, je suis très très sensible au mois de novembre. Baisse de lumière, baisse de... Voilà, donc je sais que en novembre, je peux avoir des coups de mou qui durent un peu plus que 24 heures. C'est pas grave. Ok. Donc j'adapte à ce moment-là mon rythme, j'adapte un ensemble de choses. Je me remets au sport, un peu plus que d'habitude, mais au sens de la capacité à pouvoir être dans un lâcher-prise, pas dans un effort physique supplémentaire. Donc là aussi, c'est pas le même sport. Et puis ça va repartir. Ça va repartir. Donc tu as confiance en toi à ce moment-là aussi. Oui, mais la confiance, elle passe par... j'ai pas eu toute confiance dans la vie tous les jours. Hein. Voilà, quand j'étais ado, j'étais même plutôt complexé. Ah oui? Ouais, j'avais des lunettes, j'étais en surpoids, enfin bon. Donc voilà, puis j'avais du mal à plaire aux filles, donc t'imagines, c'était compliqué, hein, voilà. Mais en fait, donc c'est venu avec le temps, et je crois que la confiance, elle est venue à partir du moment où j'ai compris qu'en travaillant mes points forts, je pouvais avoir des succès, et j'ai bâti ma confiance sur les succès. Okay. Et que ça, c'était la première chose. Deuxième chose, c'est qu'il n'y avait pas toujours des succès, mais que les échecs étaient des moyens de pouvoir bâtir ceux de demain. Et donc là, on rentre dans une spirale positive. Et puis un jour, mais bien plus tard, à 30 ans, j'ai dit, de toute façon, j'ai décidé d'être heureux. Donc, et c'est mon choix. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, j'ai décidé ça.
Et je vais laisser personne en prendre une décision importante de ma vie pour moi. Et alors cette décision, est-ce que ça t'amène à avoir des rituels dans la journée pour être heureux justement, ou avoir une phrase, peut-être un mantra que tu te répètes quotidiennement? Ça peut être tous les matins je me lève et je me dis j'ai décidé d'être heureux. Moi c'est ce que je fais, je mets mes lunettes roses, c'est comme ça que j'image les choses. Je suis très girly aussi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Je mets mes lunettes roses le matin en me disant aujourd'hui sera une bonne journée et ça fonctionne. Écoute, bizarrement j'ai pas de rituel spécifique, en tout cas la journée. J'ai des rythmes dans la semaine. Je sais que voilà, il me faut mes 5-6 heures de sport par semaine. Et que si je les ai pas, quelles qu'en soient les raisons, blessures, maladies, etc., ça va pas. Donc ça, c'est voilà. Un truc que j'adore, voilà, c'est quand je décide d'aller faire du sport, c'est quand je mets mes chaussures. Ça, c'est un... Voilà. Est-ce que tu peux nous partager, je sais pas, l'émotion qu'il y a quand tu mets tes chaussures? Et ben là, des fois je suis fatigué, mais je me dis ok, j'y vais quand même parce que je sais que ça va me faire du bien. Et au moment où je mets mes chaussures, la fatigue disparaît. J'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève. C'est-à-dire, comme un ancrage positif, comme si les chaussures t'appuyaient sur exactement. le bouton. Ouais, c'est devenu un ancrage à l'insu de mon plein gré, parce que je ne savais pas ce que c'était il y a quelques années. Mais maintenant, connaissant un peu mieux ces processus, c'est exactement un ancrage. Alors, c'est pas un rituel journalier, parce que je ne le fais pas tous les jours. Non, dans la journée, j'ai un mauvais rituel, c'est de prendre mon café le matin avec une cigarette. Bon, voilà. Bon, tu fais du sport, ça compense. Je suis pas sûr, mais voilà. Mais sinon, non. Après, non, j'ai pas de... Je suis pas ritualiste et j'ai pas d'éléments un peu voilà, trop précis. Je trouve pas le besoin. Okay. Voilà. Et alors une phrase ou un mantra qui t'accompagne, pas forcément au quotidien, mais que tu as dans un petit coin de ta tête comme ça. Ah ouais, moi c'est quand tu veux, tu peux. Moi, je suis convaincu de ça. Alors évidemment, dans les limites de ce que Mère Nature ou je ne sais trop qui nous a donné comme karma ou comme génétique. Voilà. Je pense que moi j'ai eu la chance d'abord de naître dans un pays développé, de naître à peu près avec ce qu'il fallait en termes de physique et ou de connexion de synapses. Donc voilà. Mais une fois qu'on a ça, qu'on n'est pas dans un pays en guerre, d'accord, qu'on a eu de quoi manger, tout est possible. Mais tout est possible. C'est ce qui te fait avancer. Mais oui, enfin, je sais pas si ça me fait avancer. En tout cas, ça me freine pas. Oui. Voilà, je me mets pas mes propres barrières. Voilà, j'ai eu des parcours professionnels avec des choses où on me dit mais comment t'as fait? J'en sais rien. En tout cas, si. Je me suis dit c'est possible. Alors, c'est pas parce que c'est possible que ça arrive toujours. Oui. Mais à l'inverse, c'est devenu possible parce que pour moi, c'était possible. Et parce que tu te dis que c'est possible, en tout cas, tu avances, tu y vas. Tu y vas et tu apprends toujours. Parce qu'en fait, le plaisir, l'adrénaline, l'apprentissage, la réalisation de soi, elle n'est pas forcément dans la cible, elle est dans le chemin que tu parcours. Exactement. Voilà. Et c'est ce chemin qui est à la fois apprenant, mais qui est gratifiant. Alors, c'est vrai que, une fois que j'ai dit ça, c'est quand même bien d'arriver à la fin des 42 km 195. Parce que je n'ai jamais abandonné sur marathon, mais j'aurais pu. Il y a un moment, une fracture ou une blessure grave, voilà. Ok, mais à ce moment-là, ça veut dire que le processus n'est plus sur une course de 3 heures, il est sur 6 mois ou sur 1 an, et tu y reviendras. Voilà. Donc là, après, on rentre dans un autre processus qui est la gestion de l'échec. Voilà, comment on rebondit, comment on l'accepte. Aurais-tu des clés à nous partager là-dessus? Comment tu rebondis, comment tu l'acceptes? Parce que c'est facile de dire il faut accepter l'échec, ou c'est bon de lâcher prise, mais comment on fait ça? Eh ben, c'est un truc de feignant que je vais te donner. Ah, ça m'arrange, les trucs de feignant, j'adore. Si tu n'acceptes pas l'échec, tu vas le garder toute ta vie, ça va te faire chier toute ta vie. Si tu l'acceptes, eh ben, croyez-moi, en 2 mois, c'est plus un problème. Vous n'aurez plus cette boule au ventre en disant merde, j'ai merdé ça. Et donc, c'est. Alors après, il suffit de s'en convaincre, mais surtout la promesse, c'est que c'est quelque chose qui ne sera plus un fardeau le matin quand vous allez vous lever. Ah la vache, ça vaut toutes les cigarettes, les pétards ou les verres de whisky, ça. Enfin, c'est de la dopamine et de l'amphétamine à l'état pur, qu'on génère soi-même, physiologiquement parlant. Ouais. Donc, si on est dans ce processus-là, on peut y arriver par, d'abord, effectivement, comprendre comment on fonctionne,
accepter, c'est-à-dire qu'il y a un moment, quand il y a un échec, on dit ok, pendant 48 heures, boum, je me calme. Éventuellement, si cet échec est grave, on peut même laisser sortir ses émotions. Ça peut passer par voilà, je pleure, je crie, etc., etc. Mais savoir que c'est une période nécessaire, mais qui aura une fin, et que c'est moi qui décide de la fin. C'est toi qui décides de la fin. Oui, c'est-à-dire Parce qu'à un que moment. justement, souvent on ne décide pas. On se dit, Mais non. j'espère qu'un jour ça ira mieux, mais quelque part, on attend que ça vienne. Il faut, alors c'est un peu comme dans le deuil, voilà, il faut laisser le temps au temps, quand même, Ouais. d'accord. Faut accepter. Et, alors, moi qui suis plutôt un garçon un peu choqué du bocal, c'est un peu rapide, j'ai eu du mal à accepter qu'il fallait que je laisse un peu de temps au temps. Mais bien m'en a pris. Parce que grâce à ça, j'arrive à sortir beaucoup plus rapidement, en fait, de périodes, de doutes, d'échecs, voilà, qu'on a tous. Voilà. Donc moi, dans mon cas, voilà, c'est 48 heures, 72 heures où on est, voilà, on n'est pas bien. Voilà. Mais je sais qu'au bout de 72 heures, c'est fini. Qu'est-ce que tu mets en place pour remonter au bout de 72 heures? Est-ce qu'il y a un truc quand même, une astuce? Plus je vais accepter, C'est ça l'astuce. plus je vais accepter pendant 72 heures d'être juste au fond de mon lit, enfin c'est une image, mais le plus bas possible, y compris dans l'expression des pensées noires, des pensées, plus je vais remonter vite. Voilà. Ok. Et puis, et c'est quelque chose qui ressort, c'est-à-dire que voilà, il faut accepter pendant ces 72 heures de laisser ses émotions parler. Il viendra un temps de l'analyse, il viendra un temps du rationnel, mais je laisse parler mon cerveau limbique en premier, d'accord, et après on passera à l'autre côté. Ça, je l'ai appris, en fait, je le pratiquais à l'insu de mon plein gré, mais je l'ai appris sur le tard. Et enfin, je l'ai conceptualisé plus tard. Et c'est très efficace. Et à chaque fois que. Moi, je fais beaucoup de coaching avec des gamins, enfin, qui ont 20, 20 ans, 25 ans, qui sont pas forcément des personnes avec des parcours scolaires brillantissimes, bien au contraire. Voilà. Et quand je leur donne un peu ces techniques-là, ça marche. Ils ont compris. Parce que eux, ils se disent, ils se culpabilisent de leurs émotions. D'accord? Je dis non, accepte tes émotions. Accepte-les. C'est et ça. plus tu vas les accepter. Pleurer ou par exemple, être mal, c'est être faible. Non. C'est dans leurs croyances. Exactement. On est dans des croyances. Nos éducations judéo-chrétiennes, d'ailleurs, souvent au sens large, nous conduisent justement à une forme de non-acceptation de ce genre de processus. Contrairement d'ailleurs en Asie, où il y a une meilleure acceptation de ça, enfin pas dans tous les pays, parce que le Japon c'est encore pire. Mais, et là on est véritablement dans une capacité de rebond. Voilà, vous êtes au fond de la piscine, vous êtes dans la piscine, vous tombez, voilà, de toute façon, vous ne remonterez pas tant que vous n'aurez pas touché le fond. Voilà. Et dès que vous touchez le fond, il y a un réflexe qui fait que vous mettez un coup de... Voilà. Et ça remonte. Voilà, ça va durer, dans mon cas 48 heures, dans certains cas 72 heures, et ça remonte. Et dès que ça remonte, vous commencez à voir la lumière. Okay. Et là, dès qu'on commence à voir la lumière, là, on se remet en mode action, là, on se met en mode réflexion, et en mode projection. Donc, réflexion, action, projection. C'est ça, ton fer de lance, réflexion, action, projection. Ouais. C'est comme ça que tu travailles. Je suis en train de me dire que je ne l'avais jamais verbalisé comme ça. Ah voilà, c'est fait. Bon. C'est fait. Voilà. Oui, c'est exactement comme ça que je fonctionne. Ouais. Alors toi, tu aimes les challenges, tu aimes les défis. Est-ce qu'il y a un challenge que tu n'as pas encore réalisé aujourd'hui que tu aimerais réaliser? Oui, il y en a plein. Oui, après, ils peuvent être de différentes natures. Ça peut être des challenges professionnels, ça peut être des challenges humains. Voilà. Moi, j'ai un rêve, c'est un jour diriger une maison de champagne. Ça va être la prochaine étape? J'espère. On y croit très fort. Voilà. Ou peut-être pas, mais a priori, c'est bien. Ça voilà. Après, j'ai des choses que j'aimerais réaliser dans ma vie, qui seraient pour moi, d'ailleurs, paradoxalement, des rêves d'enfant. Voilà, moi, j'aimerais bien un jour faire l'Everest. Voilà. Mais j'y arriverai, ça se trouve jamais, mais c'est pas grave. Voilà, et puis si je devais réfléchir un peu plus, je suis sûr que je retrouverais plein. Donc on a plein de choses à faire, parce que bon, moi c'est l'Everest, mais ça peut être, on va faire le Mont Blanc, ça se trouve, j'ai trouvé ça génial, parce que l'Everest, je pense que je ne serais même pas capable, mais voilà, donc c'est, il faut garder cette capacité à vouloir toujours apprendre. Et donc, si on ne se met pas de défi, on n'apprend pas.
Voilà. Enfin, en tout cas, moi, je fonctionne comme ça, mais je pense que c'est aussi une constante de l'humain. Pourquoi on est là sur Terre, à quoi ça sert, etc. Bah, on est là pour transmettre. Voilà. Et si on est là pour transmettre, il faut bien apprendre. Et pour apprendre, il faut sortir un peu de sa zone de confort. Il faut se mettre des défis raisonnables, c'est-à-dire atteignables. Voilà. Quand je dis monter l'Everest, ça se trouve c'est pas atteignable, mais je m'en rendrais vite compte. Si un jour j'avais l'idée de me préparer à ça, peut-être qu'au bout de 3 mois, je reviendrais te voir en disant bon, bah non, on va faire le Mont Blanc, ça sera très bien. Voilà, donc voilà, non, mais et puis surtout, j'ai un autre défi, c'est continuer à être heureux. La définition, alors pas du bonheur, mais d'être heureux, ça veut dire quoi pour toi? Alors, parce qu'on a chacun notre propre définition. Exactement, voilà. Et donc je sais pas quelle est la tienne, et je te dirai pas quelle est la mienne. D'accord, ça reste ok. Tu as le droit de ne pas répondre. Non, mais je veux dire par là, c'est que on touche vraiment à l'intime dans ce cas-là, d'accord. Donc et voilà, et chacun est libre. Après, par contre, il faut être en phase avec son intimité. En tout cas, je crois que c'est important, et c'est ce qui fait avancer aussi, c'est ce désir d'être heureux dans la vie, et du coup, ça met comme un objectif. Et qu'est-ce qu'on fait pour atteindre cet objectif? Donc, ce désir d'être heureux, ce bonheur que l'on veut. Pour une maman, ça peut être avoir des enfants qui fonctionnent bien. Pour une autre personne, ça va être gagner beaucoup d'argent. Pour une autre, c'est être épanoui dans son travail. Pour l'autre, c'est avoir un équilibre entre sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Effectivement, on est tous différents. Et donc, c'est pour ça que je reviens à ce que je disais, connais-toi toi-même, tu connaîtras les dieux. Et on est tous différents, bien évidemment, et on n'a pas de leçons à donner. Donc on a plutôt potentiellement des conseils, des approches, mais la connaissance de soi, qui n'est jamais finie, en fait. Je continue à me découvrir à la fois plein de choses positives ou un peu moins positives, c'est ça la question. Mais ça, c'est quand même l'élément qui te fait lever le matin, avec la banane. Ça donne du sens aussi à la vie et à toutes tes actions. Quand je parlais de transmission, quand je parlais, la notion de sens est importante pour moi. Mais quand je dis pour moi, je pense qu'elle est valable pour tout le monde. Sauf que c'est peut-être des concepts un peu compliqués. Tout le monde ne comprend pas ce que veut dire donner du sens. Moi, je dis simplement, t'as envie d'être heureuse ou pas? C'est ça ton sens, pour toi. Et voilà, qu'est-ce qui te rend heureux? Ouais. Et c'est une question qu'on se pose pas, qu'on nous pose pas. On n'est pas habitué à se poser cette question. On nous met dans un cadre plutôt. Travaille bien à l'école pour avoir un bon emploi. Travaille bien quand tu es en emploi pour gagner un bon salaire. Et puis avec ton salaire, je sais pas, achète-toi une jolie voiture, un joli smartphone. Mais il n'y a rien dans le fait de se nourrir soi-même dans tout ça. Non, et puis, alors on ne t'apprend pas, et c'est parce que je pense que c'est un peu compliqué à enseigner, dans la mesure où on est plus dans le process. Alors là, je vais faire un peu le matheux de base que dans la réalisation ou dans l'état. On est tous différents, donc les conditions d'épanouissement, de bonheur, quoi que ce soit, n'ont rien à voir entre toi et moi, par exemple. Oui. Par contre, ce qu'on ne nous apprend pas à l'école, c'est que potentiellement, on peut tous être heureux dans des modes différents. Voilà. Et comme tu le dis, ça peut être, on peut être heureux en ayant 20 sur 20 en maths, mais on peut être heureux avec 0 sur 20 en maths. On peut être très très heureux dans la vie. Voilà, donc, et ça, on manque souvent un peu d'indulgence, mais parce que je pense encore une fois qu'on focalise beaucoup trop à la fois l'éducation, quand je dis l'éducation, c'est aussi le travail en entreprise, c'est l'accompagnement, etc., sur, t'as 6 en maths, il faudrait que t'aies la moyenne. Alors que le gamin, il a 18 en français. Et travaillons nos points forts, on a tous des talents, tous, d'accord? Et malheureusement, notre mode éducatif, voire notre culture, ne nous amène pas à capitaliser sur ces talents. Mais plutôt à essayer de moyenniser ou de compenser nos points faibles. Et bien c'est tout sauf motivant. Tout sauf motivant. Nous, j'ai eu la chance avec Annick de pouvoir élever nos enfants plutôt sur leurs points forts. Voilà, et on n'a jamais eu de problème pour qu'ils excellent. Et surtout, ils s'éclataient. Ils s'éclataient. Voilà. Donc voilà, avoir ses enfants heureux, c'est quand même assez sympa. C'est assez sympa, je suis d'accord, effectivement. Alors, imaginons, nous sommes 30 ans dans le futur, tu as 30 ans de plus, pardon, d'un vieux monsieur. Tu te retournes sur ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais dire de toi à ce moment-là, ou de quoi tu pourrais être le plus fier? Ouh, mon Dieu.
Moi, je pense que en ligne avec ce que je t'ai dit tout à l'heure, la capacité à pouvoir avoir laissé une trace, avoir impacté les gens, leur avoir apporté quelque chose, un angle nouveau, une satisfaction professionnelle, leur avoir fait découvrir un marathon ou les avoir fait progresser en fait. Voilà, je pense que ou quelquefois, ouais, moi je suis déjà très satisfait par exemple de personnes avec lesquelles j'ai travaillé il y a une quinzaine d'années et qui, pour pas mal de raisons non amicales, c'est-à-dire qu'on se voit toujours, mais à chaque année, au vœu, m'envoie un merci pour cette période qu'on a passée ensemble. Voilà. Je me souviens plus du tout du chiffre d'affaires que je faisais à l'époque, mais ça, je m'en souviens. Voilà. Donc je pense que là, la relation humaine, au sens de la capacité à avoir impacté les gens, à avoir contribué à leur épanouissement ou pas, ou à leur avoir évité des catastrophes, si on devait écrire ça sur mon épitaphe, voilà, m'a aidé à faire ça, bien, écoute, voilà. Et une fois que je dis ça, tu vois, je m'en fous un peu, parce que c'est pas le résultat final qui m'intéresse. C'est pas, c'est le chemin pour y aller. Donc c'est plutôt vivre de mon vivant, c'est quand même mieux. Ok. Alors j'aurais une dernière question pour toi. C'est la question subsidiaire, on va dire. Quelle est la question que tu n'aurais pas aimé que je te pose? J'en sais rien, ça. J'en sais rien parce que comme je suis un garçon curieux, quelquefois un peu casse-cou. Souvent même. Ouais, mais même intellectuellement. Ça aurait peut-être été une question qui m'aurait perturbé, gêné, je peux même pas m'imaginer parce que je vois pas. Mais elle m'aurait fait progresser. Bon, il va falloir que je me creuse un peu pour trouver la question qui va te perturber. Merci beaucoup, merci infiniment pour le cadeau que tu nous fais, que Franck m'a fait et qu'on vous partage à vous. Je reviens très vite vers vous et puis n'hésitez pas à mettre des posts, des petits cœurs, des petits pouces sur j'aime sous la vidéo. À très bientôt. Au revoir. Merci. Merci Séverine.